Cet après-midi, il y aurait dû avoir une émission à NJXP dans laquelle on revenait sur tous les extrêmes de Dawn Trail pour faire un petit peu un bilan de tous ces combats. Malheureusement, à cause de la coupure d'électricité que j'ai subie durant la majeure partie de la journée, cette émission n'a pas pu avoir lieu. Bon, elle aura lieu la semaine prochaine, pas d'inquiétude. On va simplement décaler d'une semaine le programme. En revanche, je voulais quand même parler des nouveaux parce que je veux pas trop attendre qu'ils sortent des mémoires, etc. Le temps que tout le monde est un peu dedans, tout le monde le farm, etc. Je voulais un peu revenir sur ce combat. Donc s'il y en a qui l'ont pas fait, bon, bah, je vais parler du combat, hein, donc je vais spoil entre guillemets. Donc ne soyez pas surpris. C'est un peu le principe. Si vous n'avez pas fait le combat et que vous voulez le découvrir par vous-même, je vous invite à aller voir un autre stream, même si je suis très content que vous soyez ici. Et on va parler un peu du fight. Avant de parler du fight, c'est important d'expliquer ce qu'est un extrême. Parce que c'est une catégorisation qui n'est pas très claire en fait. Comme la plupart des catégories de difficulté dans FF14, il n'y a pas de définition claire de ce que sont les choses. Les standards se sont imposés au fil du temps et ils se sont cristallisés sur certains niveaux qui ont peu à peu évolué ou qui sont restés stables, ça dépend un peu de quoi on parle. Donc pour les extrêmes, en particulier, la dénomination des niveaux de difficulté a beaucoup bougé dans FF. Elle s'est stabilisée à Stormblood. Donc pendant Rim Reborn, Heavensward, c'était un peu confus. En revanche, pour les extrêmes, c'est stable depuis assez longtemps. Depuis Léviathan en 2.2, les extrêmes ont eu toujours un rôle semblable qui n'a pas trop varié au cours du temps. Les seuls qui échappent à ça, c'est les 3 premiers, qui avaient vraiment un aspect très différent et qui n'avaient pas du tout la même fonction. Mais tous les extrêmes depuis Léviathan, que ce soit Rim Reborn, Heavensward, Stormblood, Shadowbringer, Endwalker ou Dawn Trail, sont dans la même veine et servent un petit peu à la même chose. Les extrêmes, ils servent de passerelle entre la communauté HL d'FF14 et j'englobe là-dedans tous les joueurs qui font du contenu au niveau, peu importe à quelle vitesse ou avec quelle exigence. Donc tous les joueurs qui font du sadique, que ce soit en 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Ça c'est la communauté HL d'une part, et de l'autre, la communauté plus casual qui fait d'autres contenus et qui s'intéresse pas au contenu notamment sadique et ultimate pour les citer. L'extrême sert un peu de passerelle à ça. Donc il a 2 fonctions. Il a intéressé 2 communautés différentes qui n'ont pas du tout les mêmes exigences vis-à-vis du jeu. C'est des types de joueurs qui ne recherchent pas la même chose dans un combat. Et l'extrême doit faire la synthèse des deux. Et il a aussi comme fonction de permettre à des joueurs de passer de l'une à l'autre. Pour des joueurs qui n'auraient jamais fait de HL dans FF14 ou dans aucun MMO, les extrêmes ont la fonction de servir de tutoriel un petit peu, d'apprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un contenu haut niveau dans Final Fantasy XIV ? Est-ce que c'est un contenu qui est niveau maximum ? Est-ce qu'il suffit d'être niveau 100 pour que le contenu soit considéré comme un niveau ? Non. Quand vous allez faire votre donjon épopée, votre palette experte ou votre raid 24, vous savez que vous n'êtes pas en contenu haut niveau. L'essentiel de la différence vient du fait que vous pouvez faire wipe. Être un contenu haut niveau, c'est ça. C'est pouvoir faire wipe. C'est-à-dire que quand vous vous trompez, c'est pas vous que vous tuez, ou votre pote à l'arrière. Vous tuez le groupe, potentiellement, ou une large partie du groupe. Ça c'est vraiment fondamental. Dans un donjon, ça va être un petit peu difficile de tuer tout le monde, même si c'est parfois possible. Dans un raid 24, vous avez très rarement la possibilité de tuer tout le monde. Et en général, quand vous l'avez, ça devient un peu des moments mythiques.
Coucou à Nier et à son cher qui peut être envoyé en face. Ce genre de mécanique. Mais voilà, en général, dans les contenus plus occasionnels, on n'a pas la possibilité de tuer tout le monde. C'est typiquement un reproche qui est fait à la tour de la force de l'Unul, puisque c'est pas considéré comme un contenu au niveau, mais il y a des moyens de tuer tout le monde quand on rate une méca, ce qui a été considéré par beaucoup des amateurs du contenu comme étant une erreur de design de la part de Square, puisque c'est trop punitif de pouvoir tuer tout le monde sur un contenu qui est censé être facile, entre guillemets. Des ailes antiques où tu as la flemme de faire le brasier ancien, exactement. Exactement, mais parce que comme je le disais au début, la dénomination des difficultés dans FF14 a beaucoup varié, et donc au début elle n'était pas fixée. Donc on a eu un peu des choses qui ont bougé avant qu'à Stormblood tout se soit stabilisé. Boule de neige et Face Peak, voilà exactement. Alice, bonjour Lilian, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Ouais, typiquement les boules de neige, voilà. Beaucoup de gens considèrent que c'est une erreur de pouvoir faire wipe 48 personnes sur l'erreur d'un seul joueur. N'étant pas un expert des contenus d'exploration, j'ai pas d'avis sur la question, je laisse ça à ces gens-là. Moi je suis tout nouveau dans le domaine et je sais pas ce que c'est censé être. La tour de la force c'était mon premier raid d'exploration, donc j'ai pas de référence à laquelle m'accrocher pour juger. Mais je peux comprendre que ce soit pas le but. Dans un contenu HL, en revanche, c'est le principe. C'est même presque ce qui définit le contenu HL. La caractéristique la plus importante, c'est de pouvoir faire wipe. Si on ne peut pas faire wipe, on n'est pas vraiment dans un contenu HL en réalité. Ça, c'est la première chose et c'est la plus importante. La deuxième, c'est la complexité mécanique. C'est-à-dire que les mécaniques de FF14, elles sont plus ou moins difficiles. Ça va de une AOE qui a par terre où il ne faut pas rester dedans à les trios de la P5 de top. Et tout le spectre qui est entre les deux. L'idée des contenus HL, c'est de proposer au moins des mécaniques qui ne sont pas résolues au premier regard. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qui se passe, en un regard, vous ne devez pas comprendre ce que vous devez faire. Il faut chercher un peu, il faut comprendre, il faut retenir, il faut calculer, il faut avoir un engagement mental dans la mécanique pour pouvoir la résoudre. Alors, il n'est pas le même en extrême qu'en sadique qu'en ultimate. Il faut bien que ce soit séparé. Mais même en extrême, il faut qu'il existe. Sinon, on n'est déjà plus vraiment dans du contenu au niveau. Ça, c'est la deuxième chose qui est la plus importante. La troisième, qui est importante mais qui l'est un peu moins, notamment en extrême, c'est les stats, tout simplement. La valeur mathématique des stats du boss, c'est-à-dire son enrage, quel DPS il faut avoir, et ses dégâts. Il faut que le boss fasse des dégâts qui demandent à utiliser des sorts qu'on n'est pas obligé d'utiliser en dehors. Ozma est le seul à côté où tu peux faire wipe en plaçant mal le météore, mais là c'est un peu osé les boules de neige. Ouais, je vois. Donc on a vraiment ces trois choses-là. La capacité à faire wipe, la complexité des mécaniques et les stats du boss. Et les trois forment le contenu au niveau. Dans les extrêmes, il faut que ces piliers soient ici, bien qu'il faut qu'ils soient atténués, parce qu'on est dans l'entrée du contenu au niveau. C'est par là qu'on commence, c'est pour apprendre aux joueurs ce que c'est. Typiquement, les enrages, il faut qu'elles existent, mais il faut qu'elles soient faciles. Il n'y a pas vraiment d'enrage dans les contenus qui ne sont pas des contenus haut niveau. Alors, il y en a un petit peu en contenu d'expo, typiquement. Mais sinon, il n'y en a pas vraiment. En Raid 24, vous avez très peu d'enrage, ou de façon très sommaire. Dans les donjons, évidemment, vous n'en avez pas. Etc. Dans les défis normaux, vous en avez en général pas non plus. Dans les raids normaux, vous n'en avez pas. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'ai un problème avec Enuo, du coup? Ça tient à deux choses principales. Enuo, c'est un combat qui peut faire wipe. Si vous ratez votre tour pendant la phase des ZAD, si vous ratez votre rad, si vous faites tuer par votre AO et que votre AO rebondit sur vos potes, si vous prenez pas votre orbe pendant la méca des orbes, etc., il y a plein de possibilités de faire wipe le groupe en faisant une erreur individuelle. Donc le critère le plus important du HL, Enuo le remplit. En revanche, là où j'ai un problème,
c'est que sur les deux autres, c'est-à-dire à la fois la complexité mécanique et la valeur de ses stats, il rate le coche. Et pour moi, il rate le coche de manière très marquée. On va montrer un peu les mécaniques. Je vais, hop, vous afficher une rediff de moi en train de faire le fight. Tac. Comme ça, on pourra un peu avoir un visuel au propos. Ce sera plus facile. Voilà, donc c'est pas toi, c'est parfait. Tac. Ok. Ok. On met ça. Hop. Ah yes. Trop bien en tout cas la flashbang là. Désolé pour vos yeux la team. Hop et on est parti. Pardon. Si ça vient de toi, oui. Pour une personne qui n'a pas le stuff sadique. Alors oui, je vais considérer que vous avez un stuff qui n'est à la fois pas le bis, parce que le bis pour le coup c'est trop élevé pour le combat. Et c'est normal. Le combat n'a pas été pensé pour des gens qui seraient bis sadiques, et il n'a pas à l'être, donc ça j'ai aucun problème avec ça. Par contre, il a quand même été pensé pour des gens qui les mémos sont sortis maintenant il y a plusieurs mois, donc il y a quand même eu le temps de se stuff. Donc on va dire pour des gens qui sont 780, voilà. Je pense que ça correspond à peu près à ce qu'aurait dû viser Square Enix. L'arme elle est 785, donc en termes de stuff ça colle aussi. Et on va voir un peu le combat. De toute façon vous le connaissez si vous l'avez fait. Et vous allez vite voir quel problème j'ai avec le fight. Bon, je passe sur les Red Wide, qui font mal sans plus. J'ai pas de problème particulier avec les dégâts des nouveaux. Et on a cette mécanique. Donc vous la connaissez, il y a un trou noir qui fait un in ou un out, et en même temps il y a un share sur les heals qui fait soit un share complet, soit un light party, parce que c'est sur les deux heals. Bon, sur le principe la mécanique est pas mauvaise, il y a plusieurs possibilités, il faut regarder un peu ce qui se passe. En réalité, et puis il faut que les tanks soient devant aussi, j'ai oublié. En réalité, elle consiste essentiellement pour la majorité des joueurs à suivre les healers et à se placer à côté. Et pour les healers, à simplement se placer du côté soit loin du trou noir, soit à côté du trou noir. Elle va devenir mieux en deuxième partie de combat, où clairement elle a un peu plus un feeling extrême. Mais en P1, honnêtement, on est typiquement sur une méca qu'on pourrait trouver en raid normal, par exemple. Vous trouvez ça sur M12 normal ou sur M10 normal, vous n'êtes pas choqué, quoi. Ce qui est déjà un indice qu'il y a un petit souci. Comme je disais, c'est des contenus qui sont pas du tout censés être dans la même catégorie. Alors ça rapproche qu'on peut faire à plusieurs extrêmes, hein, et nous on n'est pas le seul. Là on a une mecha avec le debuff de pyrétique et ensuite il faut spread. Celle-là est ok, elle est pas mal. Là le petit light party ou duo. On retrouve cette mécanique qui va spammer un peu tout le long du combat. Là on a l'autre version avec le out et la light party. Et on va arriver à une des mechas intéressantes, puisqu'on arrive au mecha des orbes. Je parlais tout à l'heure de complexité mécanique, c'est-à-dire de mécanique où il faut réfléchir pour la résoudre. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Les mécaniques se résolvent un peu d'elles-mêmes en regardant, si vous êtes un joueur expérimenté d'FF14 bien sûr. Là c'est la première méca où il faut réfléchir un petit peu. C'est-à-dire que déjà il faut qu'il y ait une strat qui soit établie entre les joueurs pour se répartir correctement les orbes. Parce qu'il faut que tout le monde prenne chaque orbe, il y a des orbes qui vont plus vite que d'autres, donc il faut les prendre avant. On peut les prendre que en duo, on peut pas les prendre toutes seules. Il faut attendre entre chaque orbe parce qu'on a une vulnée, etc., etc., etc. Donc cette mécanique est bien. Elle est bien, voilà. Elle est ni exceptionnelle ni mauvaise. Elle est bien. Elle demande aux joueurs de réfléchir, de regarder l'arène, de se positionner par rapport à une strat qui a été définie en avance, que ce soit dans un guide ou entre les joueurs eux-mêmes.
Donc il y a un peu tout ce qu'il faut. Elle a un défaut, elle a un énorme défaut. Elle est complètement cheesable par les tanks qui peuvent 1 vue. Alors il y a 2 manières de cheese la mécanique. Soit les tanks peuvent 1 vue et récupérer toutes les premières orbes, ce qui laisse le temps aux autres joueurs de se positionner pour les 2e orbes seulement, et du coup la méca devient beaucoup plus facile, parce que vous avez qu'une seule orbe à récupérer et que vous avez énormément de temps pour aller la chercher, et pour calculer où elle est. Donc ça c'est la première manière de cheese. La deuxième manière, elle est encore plus... comment dire, cheesy quoi. Elle consiste à faire en sorte que les tanks se mettent au milieu, claquent l'invue un petit peu au dernier moment, il faut l'avouer, et en fait récupère les 8 orbes au moment où les orbes atteignent le milieu, puisqu'il y a assez de temps entre le moment où les premières orbes et les deuxièmes apparaissent pour que l'invue soit toujours là. Le timing est trop court, donc les tanks peuvent prendre toutes les orbes en une seule invue. Alors il y a un petit trick à faire ensuite sur l'auto-attaque, mais je vais passer sur les détails. Ce qui est important de comprendre, c'est que la méca peut être totalement nullifiée par l'invue des tanks. Soit considérablement simplifiée, soit complètement nullifiée. Ce qui pour une des seules mécaniques qui a la vibe extrême dans ce combat est un petit peu dommage. Honnêtement, bon là c'est la strat classique où on fait la méca. Salut Bumon. Alors même là, hein, c'est pas super compliqué, mais bon, pour le coup, on est en extrême, c'est tout à fait normal. Faut pas non plus qu'on ait l'impression d'être en sadique, hein, c'est important que ça reste à sa place. Bon, ça typiquement, voilà, ça là, voilà. C'est partie des gros problèmes selon moi du design des extrêmes en ce moment. Là, on a une méca où, à la fin des AOE, quoi, il y aura une AOE en rond. Il y aura un point blank, comme on dit. Honnêtement, ça là, en tout cas dans cette forme-là, avec aucune autre méca par-dessus, ça n'a rien à faire en extrême. C'est pas une méca d'extrême, c'est une méca de donjon en vrai. Et c'est le fait que le fight soit rempli de ce genre de mécanique, quand bien même il y a des choses à côté, ça affaiblit considérablement l'exigence du combat. Parce que, enfin là, il n'y a rien à faire. Ça, c'est pas une mécanique. Et c'est vraiment le problème que j'ai avec un peu le nouveau design des extrêmes depuis la 7.3, donc depuis Darkness, où je trouve que ils sont remplis de petites mécas. Là, je me fais geler parce que je suis un golem. Fallait courir. Ils sont remplis de petites mécas qui, honnêtement, sont pas intéressantes et cassent le rythme. Quand bien même il y a des bonnes idées dedans, hein. Ça, évidemment, toujours, tout n'est pas à jeter. Là, on a une phase d'AD qui, alors, je suis un peu partagé sur cette phase d'AD. J'ai un peu 2 avis différents. À la fois, du point de vue mécanique, je la trouve acceptable. Il y a des choses à faire, il faut se répartir les tours, se répartir les ZAD. Les ZAD font des mécaniques différentes en fonction de si vous êtes un DPS, un heal ou un tank. Il faut taper le gros AD au milieu pour terminer la phase. Bon, voilà. En revanche, pour tous ceux qui ont fait M9 Sadique, il s'agit ni plus ni moins d'une version allégée de sa mécanique. Alors vous pouvez me dire, bah oui c'est normal Daga, c'est un extrême. Donc on prend une méca de Sadique et on l'allège un peu, puis ça fait une méca extrême quoi. Alors du point de vue mécanique c'est pas faux, mais il y a surtout un problème d'identité du combat. Enfin là c'est la méca d'M9 quoi. Qui d'ailleurs était pas mal quand on l'a vu sur M9, parce que moi j'avais jamais vu ça. Mais là c'est littéralement la même méca, sans le côté share spread sur les joueurs qui ne sont pas dans les tours. Pour simplifier la méca, parce que comme j'ai dit, on n'est pas en Sadique. Et donc c'est exactement la même mécanique, allégée. Et c'est un peu dommage quoi. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas d'idée, je sais pas, pour avoir repris exactement la même. Mais encore une fois, ça affaiblit un peu l'impact. Bon, en tout cas pour les joueurs qui ont fait le Sadique. Sinon, comme j'ai dit au début, là, si vous ne connaissez pas la version d'M9 Sadique, que vous avez fait que de l'extrême par exemple, la mécanique est tout à fait au niveau. Elle demande de se répartir. Il y a quand même un cliff sur les 4 qui sont pas dans les tours pour qu'ils soient pas laissés rien faire. Donc c'est pas mal. Ça en revanche, ça n'a rien à faire là. Voilà, ça là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit taper cette ad
après avoir tué le gros hâte du milieu. Ça ne joue aucun rôle fonctionnel, quoi. J'ai presque l'impression que comme ça a été codé comme ça dans le normal, à cause de ce qui se passe dans le combat avec Zero et Golbez, en fait il fallait que ce soit codé comme ça dans l'extrême, ou alors qu'ils n'ont pas eu le temps de le changer, ou je sais pas quoi, mais ça ne sert à rien, quoi. Ça dure 30 secondes, là il a pas de PV de toute façon, donc ça change rien au DPS check, il n'y a pas de mécanique à part des petites lignes d'AOE par terre. Je ne comprends pas ce que ça fait là. Là, alors je vous remets la flashbang, pardon. Mais là on réapparaît, et ça aussi c'est un... Alors j'ai pas le mot français, un oversight, une faiblesse on va dire dans le design. On réapparaît à l'opposé du boss. Pour aucune raison, c'est-à-dire que honnêtement on pourrait réapparaître au milieu de l'arène ou devant lui, ce serait pareil. Mais on réapparaît à l'opposé, ce qui n'est pas agréable, sachant qu'on a un burst qui va partir. Alors, c'est pas grand-chose, ça change rien à la qualité du combat ou à son manque de qualité, mais c'est ce genre de petits détails de design qui te font dire que ils n'y ont pas trop pensé en fait quand même. On pourrait repenser, on pourrait repop devant et ce serait mieux. Bref. Après cette phase d'ad, on arrive en P2, où le fight va un peu plus se dévoiler. Il a un nouveau Red White qui s'appelle Almagest. Alors je l'ai pas dit d'ailleurs, mais je le dis maintenant. Le fight est j'allais dire un recyclage, mais c'est un peu péjoratif et je ne veux pas utiliser ce terme. Est un retravail, une refonte du fight d'Exdeath qu'on a connu en Sadic à Stormblood. C'est pas du tout péjoratif quand je le dis. Au contraire, moi je suis plutôt fan de ce genre de procédé, de retravailler des combats précédents. Que ce soit donc dans le nom de son Red White, que ce soit dans ses mécaniques avec son portail, ou même dans la musique qui est jouée lors du combat. Tout le fight est une référence à Exdeath. Et donc on arrive en P2. Et donc on a quand même une petite P2 avec une gradation mécanique du combat. Donc on va avoir une augmentation de la difficulté des mécaniques. Soit on va en avoir des nouvelles, soit on va avoir une version plus complexe de celle qu'on a déjà vue en P1. Avec notamment cette fois le boss qui fait soit un in, soit un out en plus du trou noir. Et là, pour le coup, ça demande un petit peu plus de calcul à des joueurs qui n'auraient pas l'habitude. Puisqu'il faut regarder ce que fait le boss et ce que fait le trou noir. Alors oui, je sais, en réalité, ils font l'inverse et on peut déduire. Pour tous ceux qui ont l'habitude de créer des raccourcis mentaux dans FF14, c'est facile. Mais ça demande un petit peu plus de calcul, de positionnement. Notamment le pattern où il faut être in du boss et où les deux healers ont un share, en termes de positionnement, n'est pas super simple puisqu'on a tendance à se clipper un peu entre les deux groupes. Ce qui rend la mécanique un peu plus difficile que les autres patterns. Donc cette mécanique elle est mieux comme ça que ce qu'on a vu en P1. Moi je me demande pourquoi est-ce qu'on l'a vu en P1 tel quel au début, quoi. Je pense que ça n'a pas d'intérêt. De toute façon j'en parlerai à la fin, mais je pense que l'existence même de la P1 devrait être mise en question. Là on a des trucs qui tournent autour de l'arène et qui font des AOE soit droit devant, soit sur les côtés, donc il faut calculer un petit peu les zones safe. Ça aussi c'est pas mal. Bon ça par contre c'est pas fou. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a les shares sur les heals qui sont affichés, télégraphiés, plutôt que d'avoir ce qu'on a depuis le début du combat, c'est-à-dire le boss qui caste onde diffusée pour un duo, ou onde concentrée, ou condensée, je sais plus, pour un light party. À mon avis, la méca aurait été mieux s'il faisait un cast. Déjà, ça aurait été aléatoire entre duo et light party. Mais en plus, ça demande de regarder ce que fait le boss, parce que là, on a juste un télégraphe, on n'a pas à se poser la question, on voit sur son healer. Je comprends pas pourquoi est-ce que le télégraphe est affiché. Voilà, bon, il spamme la mecha, on la connaît. C'est un peu le défaut de ce combat, hein. Il a très peu de mecha. Hop, le petit cher. Bon, ça c'est un check. Ça c'est... Alors je sais que ça a l'air de rien mécaniquement. Pour certains joueurs, c'est un peu dommage qu'il y ait des phases comme ça dans le combat. En réalité, c'est pas mal, parce que c'est un check du nombre de joueurs en fait. C'est-à-dire que là, si vous êtes mort sur les mechas d'avant, si vous avez 3 morts, 4 morts, alors à moins de mettre la LB tank ou de faire des dingueries, vous allez wipe. Donc en fait, ça c'est quand même pour vérifier que ça s'est bien passé. Et si ça s'est pas bien passé, je vous renvoie au début, quoi.
Hop. La méca qu'on a vue tout à l'heure qui ne servait à rien, cette fois elle va être beaucoup mieux puisqu'elle est associée au pyrétique, donc le debuff qui fait qu'on ne peut pas bouger, et en même temps au spread qui fait qu'on doit s'éloigner. Donc là elle est mieux, puisqu'il faut d'abord se positionner en zone safe, parce qu'on ne pourra pas bouger ensuite, et après il faut sortir de là où on est pour spread. Donc la méca est un peu mieux, et on arrive, bon là voilà, deuxième version de la méca des orbes, qui comme je le disais est complètement cheesable. C'est sans doute la meilleure méca du combat, mais elle est complètement cheesable. Ce qui est un petit peu dommage, d'autant que, je fais une aparté là-dessus, mais Square Enix a pensé au fait de faire en sorte que l'anti-KB ne fonctionne pas sur la méca. Vous ne pouvez pas porter le bras ou stoïcisme le fait de prendre une orbe toute seule. Vous allez quand même être bump en dehors de l'arène. Et je trouve ça d'autant plus dommage de ne pas avoir pensé à faire en sorte que les invus ne marchent pas, quoi. On fait en sorte qu'on puisse pas prendre les orbes toutes seules, mais en fait les deux tanks peuvent prendre les 8 orbes, quoi. C'est encore pire quelque part. Ils ont vraiment un point aveugle avec les invus que je trouve un peu dommage. Alors soit c'est involontaire et ils y pensent pas, mais ça m'étonnerait quand même. Soit c'est réfléchi, mais j'ai du mal à comprendre la justification derrière. Et on va arriver à ce qui est la dernière méca, hein, avec les liens. Donc vous avez un lien et il y a une AOE qui vous suit. Et vraiment la méca c'est ça. Hein. Alors le lien va se transférer à une personne et du coup l'AOE va suivre la nouvelle personne. Bon bah la strat c'est de courir dans le sens horaire jusqu'à ce que les AOE vous lâchent. Alors c'est la mécanique qui fait le plus swipe parce que je remets en arrière, si une personne qui est suivie par les AOE se fait tuer par ses AOE, l'AOE va repartir sur une personne au hasard et en général tuer tout le monde puisque les autres sont au milieu. Donc c'est une mécanique qui fait wipe, là-dessus j'ai pas de problème avec ça. En revanche, c'est typiquement le genre de méca qui n'est pas engageante d'un point de vue mental. Vous n'avez pas à réfléchir à ce qui se passe, vous avez votre lien, vous courez. Et vous courez toujours dans le même sens, hein. Vous n'avez pas à réfléchir. C'est le sens des aiguilles d'une montre. C'est typiquement le genre de méca qui sont, pour moi, qu'il faut éviter. C'est-à-dire celles qui sont punitives, mais ni fun à faire, parce que je vous garantis que vous soyez caster ou mêlé, vous n'avez pas envie de courir. Et en plus, il n'y a pas de réflexion, quoi. Il n'y a pas d'engagement mécanique dans ce que vous devez faire. Vous devez courir clockwise. Voilà, c'est ça la résolution de la méca. Ah bah super. C'est honnêtement une des moins bonnes mécas que j'ai vues depuis longtemps dans un extrême. Alors il y a le pote Darkness aussi qui fait des choses qui sont pas folles. Mais c'est vraiment très mauvais, quoi. Là on est mort d'un cher puisque les deux îles sont du même côté. Mais ouais, c'est vraiment une méca qui fait rien de bien, je trouve. Et qui cloue un peu le fight. Elle est un peu présentée comme la mécanique ultime du combat, puisqu'elle est à la fin, elle est répétée 2 fois. C'est celle qui. C'est la dernière qu'on voit en fait et qui va clore un peu le combat. Et c'est vraiment la moins bonne, hein, je pense, du tout le fight. Si on enlève un petit peu les mécaniques qui ne sont pas pertinentes en P1. Bon, voilà, je passe sur la fin du combat où essentiellement il va reproduire des mechas pendant très longtemps. Ça, je vais en parler maintenant. J'ai beaucoup fait le fight en PF, donc j'ai eu des groupes qui avaient un bon DPS et j'ai eu des groupes qui avaient un mauvais DPS. Évidemment, j'ai eu tout. Même dans les groupes qui avaient plutôt un mauvais DPS, et même avec beaucoup de morts, on tombait le fight. Et on tombait le fight sans voir l'enrage, même sans voir la phase d'enrage. Donc le combat a un énorme problème avec son enrage, qui fait que même avec énormément d'erreurs dans les rotations et dans les mécaniques, le combat est tombable. Même par des gens qui ne sont pas bis, qui n'ont pas le stuff, etc., etc. Ça déjà c'est un premier problème. Je disais tout à l'heure que... je vais remettre le jeu de toute façon. Je disais tout à l'heure qu'un des 3 piliers du HL, c'est d'avoir des enrage et des dégâts, pour le dire simplement. Là, ce pilier-là, il est pas respecté du tout.
Les dégâts, ils sont pas spécialement là. Il fait moins mal que la plupart des extrêmes qu'on a vus, même si c'est pas le principal problème du combat. Et l'enrage, elle est aux abonnés absents. Vraiment, il faut avoir un try qui se passe de manière complètement chaotique pour finir par voir l'enrage. Je crois qu'Alice a vu l'enrage. Oui, on l'a vu en roster sur un try, mais voilà, qui s'était très 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 mal passé. Avec, oui, au bout d'un moment, si vous avez 30 morts, vous allez voir l'enrage. Et quelque part, heureusement. Mais j'ai eu des groupes qui avaient un mauvais DPS de base, et même avec 12 morts, on ne voyait pas l'enrage. Et on ne voyait même pas le début de l'enrage. Donc il y a vraiment un gros problème de ce côté-là. Et c'est un peu dangereux parce que ça peut donner l'impression que c'est pas grave, que dans les contenus haut niveau, on peut rater plein de choses et qu'à la fin ça passe. Et en fait, c'est pas le cas quand même. Normalement, dans la plupart des cas, si vous tuez de manière répétée votre groupe, même si celui-ci arrive à survivre à raise, à la fin, vous n'allez pas clear le fight, quoi. Et même au niveau donc, du coup, des rotations, c'est toujours bien de se prendre une enrage à un moment. Ça permet de se dire, attends, ok, on a pris une enrage, bon, il y avait des morts, d'accord, ça c'est une chose, mais à côté de ça, est-ce que j'ai bien fait mon boulot? Est-ce que j'ai burst au bon moment? Est-ce que j'étais aligné avec mes alliés, etc., etc. Si vous avez jamais ce côté-là, de se dire, ah, attends, mais là, il y a une enrage qui me tombe dessus, peut-être que vous posez jamais la question de votre propre rotation au sein du combat. Donc, sur un des piliers fondamentaux, il se rate. Je l'ai dit, sur la capacité à faire wipe, il passe le test sans trop de problème. Pour le coup, vous pouvez parfaitement wipe dans Enuo à cause d'une erreur individuelle. Là-dessus, ça arrive même souvent, honnêtement, en PF. Par contre, là où c'est le plus problématique, c'est la complexité mécanique. On l'a vu, il n'y a quasiment aucune méca qui vous demande de réfléchir. Il y a celle des orbes, mais elle est cheesable. Et à côté de ça, il y a celle du trou noir qui fait un in ou out avec le boss, qui demande de vérifier un peu ce qui se passe. Mais ça reste relativement faible comme engagement mécanique. Donc le fight est un peu dépourvu de mécaniques difficiles. Même Darkness, qui est beaucoup critiqué, et je suis d'accord avec les critiques, à la fin du combat de Darkness, il y avait une méca qui était un peu difficile, où il fallait se poser un peu. Ok, il faut mettre les 3 personnes dans les tours, mais en même temps il y a un TB. Et en même temps il se passe ça, comment est-ce qu'on fait? Il y a des tours à 2, il y a des tours à 3, il y a des tours... Il fallait vraiment se poser et faire la mécanique. Et nous on n'a pas ça. Et nous il n'y a aucun moment où il faut vraiment se poser, quoi. Si vous avez compris la méca des orbes au tout début, il n'y a plus vraiment de combat en fait. Même la méca des liens qu'on a vu à la fin, à comprendre, elle est simplissime. Alors à exécuter, elle peut poser problème, mais la compréhension de la méca pose aucun souci. C'est vous avez un lien, vous courez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il y a une AOE qui vous suit. Vous faites pas rattraper par l'AOE. Voilà. C'est quand même dommage pour un extrême de ne pas préparer à des choses qu'on va voir soit dans d'autres extrêmes, soit plus tard en sadique. Puisque là, si vous sortez des nouveaux et que vous allez faire ne serait-ce que M10 sadique, le saut conceptuel est un petit peu élevé, je trouve. Et malheureusement, de mon point de vue, ni le train fantôme, ni Darkness, donc aucun des deux extrêmes qui viennent précédemment, ne viennent relever le niveau. Typiquement, pour appuyer mon propos, si vous comparez la strat des nouveaux aux strats qu'on peut trouver sur Zelenia, sur Zoralja, sur Sven, ou sur tous ces extrêmes du début d'extension, il y a une différence de complexité énorme. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que c'est censé être la même chose. C'est censé être des extrêmes, donc d'une difficulté comparable. Alors évidemment, il y en a des plus simples que d'autres, mais on est censé rester sur le même niveau. Là, on a vraiment l'impression que c'est des contenus différents, quoi. Entre Enuo et je sais pas, Zoralja ou Sven, c'est vraiment pas du tout la même chose. On n'est pas sur le même niveau d'abstraction mécanique. Pour moi, quand j'ai vu le combat en normal,
j'avais espéré que la P1 et la phase d'ad n'existent pas. C'est un truc qu'ils avaient fait sur Météion, où on apparaissait directement en P2, après la phase d'ad, après etc. Et je pense que ça aurait été bien de le faire sur Enuo, où le combat extrême démarre dès le début, en phase 2, avec les mécaniques qu'on a vues en phase 2. Parce que je pense qu'il n'y a pas de raison de commencer en P1 avec des mécaniques qui sont dissociées les unes des autres et qui n'ont pas d'intérêt seules. Elles ont vraiment de l'intérêt en phase 2 quand elles sont regroupées ensemble. On aurait donc pu avoir un fight qui a une P2 qui est plus longue, puisqu'en fait la P2 c'est tout le combat quoi. Et du coup à la fin du combat on aurait pu avoir la place de mettre des mécaniques un petit peu plus complexes. Alors pas non plus des choses folles, hein, mais des mécaniques qui demandent de se poser, de réfléchir un peu. Peut-être des mécaniques aussi un peu plus réfléchies. C'est un combat qui est rapide. Il est construit sur un rythme plutôt rapide pour du FF14. Mais par exemple, comparé à Barbariccia qui était pareil à Endwalker, je trouve qu'il fait les choses beaucoup moins bien, quoi. Barbariccia faisait vraiment un combat qui est déjà plus rapide dans le rythme. Elle était vraiment très rapide. Et les mécaniques en plus étaient plus réfléchies. Elle demandait quand même de se positionner de manière plus précise, de réfléchir à ce qui se passe sur l'arène, etc. Lui, il fait rien de tout ça, quoi. Donc c'est un espèce de Barbariccia light à tout point de vue, en reprenant des mécaniques qui viennent d'Exdes, et au final je trouve que qu'il rate pas mal ce qu'il doit faire. Pour moi c'est un des moins bons extrêmes de l'extension, avec Darkness, qui était un peu dans la même veine. Ce qui m'inquiète, c'est pas tant le fait que cet extrême soit un peu moins bon, parce que ça c'est normal, il y a des extrêmes qui sont moins bons, il y en a qui sont meilleurs. On se rappelle de Zeromus à Endwalker, hein, qui avait aussi été une déception, et qui était venu juste après Golbez, qui pourtant avait été un excellent extrême, je trouve. Presque le meilleur du jeu, je pense. Ce qui m'inquiète, c'est que ça fait 3 fois d'affilée que je trouve que les extrêmes manquent d'exigence à presque tous les niveaux. Donc depuis Darkness, le train fantôme et Enuo, je trouve qu'il y a une baisse très forte de la complexité mécanique, des phases d'enrage, de un peu tout. Même si le train fantôme est un peu mieux que les deux autres, je dois reconnaître. Mais même lui, je trouve qu'il manque de certaines choses. Et j'ai peur que ce soit pas une erreur de la part de Square, mais que ce soit volontaire. Que ce soit un choix de design quoi, de la part de Square Enix. Et alors là, ça me ferait très peur, parce que les extrêmes, je le disais un peu au début, mais c'est un des contenus HL, c'est un des contenus qui construit le HL sur FF14. Il y a plein de contenus au niveau, mais le HL repose sur Extreme, Sadic Ultimate. Ça, c'est le pilier central autour duquel on construit le reste. Et la première brique, c'est l'Extrême. C'est par là qu'arrivent les joueurs qui ne savent pas ce que c'est. C'est par là qu'on peut apprendre aux joueurs à faire du haut niveau. C'est par là qu'ils peuvent y prendre goût, si jamais ça les intéresse. C'est par là qu'il faut qu'ils arrivent à apprendre les concepts de base pour pouvoir les répliquer ensuite en Sadic. Ultimate est un peu à part. C'est des choses un peu différentes. Là, le fait qu'il y en ait 3 d'affilée qui ratent un peu le coche, ça m'inquiète sur l'avenir des extrêmes, notamment avec l'arrivée d'un mode intermédiaire dans les raids A8. Parce que Square Enix a annoncé qu'il y aurait un mode qui interviendrait entre les raids normaux et les raids sadiques. Moi, j'ai peur que Square Enix arrive dans une position où finalement les extrêmes sortent du HL petit à petit pour laisser la place au raid A8 avec leurs 3 difficultés. Et pour moi, ce serait dommage, parce qu'on apprend toujours mieux d'un combat qui est différent. L'intérêt des extrêmes, c'est que on n'a pas juste une version allégée des sadiques, quoi. On n'a pas M10, M11 et M12 version plus simple. On a des combats qui sont uniques, qui sont thématiques. Ils ont vraiment une ambiance particulière à chaque fois. Leurs mécaniques, elles sont en rapport avec leur lore, leur personnalité. Elles ont du sens. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que des combats qui seraient juste des versions light des combats sadiques. Même si je comprends que d'un point de vue
apprentissage, faire un M10 intermédiaire, puis ensuite aller faire un M10 sadique, bah, c'est plus facile que de passer de Enuo à M10 sadique. Mais pour moi, le jeu est plus intéressant, il est plus formateur quand c'est les extrêmes qui font ce travail. J'espère que Square Enix ne va pas remplacer les extrêmes par leur nouveau contenu. Et que ce qu'on a vu des extrêmes depuis la fin de Dawn Trail est pas représentatif de ce que ce sera Evercold. Je le disais au début, mais les extrêmes, ils ont une place fixe depuis quasiment le début de Realm Reborn, depuis la 2.2 avec l'arrivée de Léviathan. C'est pour une excellente raison, c'est parce que c'est un très bon contenu qui fonctionne très bien. Moi, c'est un contenu pour lequel j'ai beaucoup d'affection. La plupart des joueurs vraiment HL, ils prêtent pas trop d'attention parce que c'est pas leur cheval de bataille, quoi, l'extrême. Moi, c'est vraiment des combats que je regarde avec beaucoup d'attention à chaque fois. Il y en a beaucoup qui sont excellents et où Square Enix met vraiment beaucoup d'efforts à la fois de design, de lore, de plein de choses en fait dans le combat. Et j'ai peur que ça s'arrête. Même si bon, ça c'est mon côté un peu... toujours peur que le jeu est moins bien sûr. Voilà. Donc Enuo, malheureusement, pas convaincu. Le combat manque de mécanique qui demande de réfléchir un petit peu. Et puis il manque aussi d'une enrage qui mette les joueurs face au fait que ils ont eu 12 morts dans le combat, quoi. Je reconnais quand même qu'il réussit le fait de faire wipe quand les erreurs individuelles sont réalisées. Ce qui n'est pas le cas par exemple d'autres combats que j'aime beaucoup comme Valgarmanda. J'aime beaucoup Valgarmanda, mais il a notamment le défaut de quasiment jamais faire wipe la team, malgré les erreurs qui peuvent être faites lors du combat. Voilà. Je voulais en parler parce qu'on était censé faire en XP tout à l'heure cet après-midi. On n'a malheureusement pas pu à cause d'une coupure de courant. Donc je voulais un peu revenir sur ce combat, puisque c'est le dernier extrême de Dawn Trail. On n'en aura plus. Et c'était un peu le dernier contenu HL si on enlève l'Ultimate évidemment, mais l'Ultimate s'adresse à une petite minorité de joueurs. Donc voilà, c'était sûrement le dernier contenu HL pour beaucoup de gens lors de Dawn Trail. Le dernier qu'ils vont expérimenter, peut-être le premier aussi que certains vont essayer avant d'aller peut-être faire du sadique. Il y a peut-être beaucoup de joueurs dans cette fin d'extension qui vont passer par là avant d'aller tenter leur premier tir sadique avant Evercold. Bon, malheureusement, je trouve qu'ils préparent pas très bien à ce qu'on trouve en sadique. La difficulté entre Enuo et M9, elle est à peu près ok. Même si je trouve que le saut est déjà un peu élevé, mais alors avec les 2 étages qui viennent après, le saut est colossal. Enfin bref, j'espère qu'on aura des extrêmes d'aussi bonne facture qu'on a eu dans cette extension, parce que comme je le disais, il y en a au moins 3 que je trouve vraiment très bien. Les Elenias, Fen et Zoralja, qui sont vraiment excellents pour le coup. Square Enix avait frappé un gros coup. J'espère qu'on reverra plutôt des extrêmes de ce type-là, ou de type de goal base comme on avait eu à Endwalker. Si on a des extrêmes un peu rapides, Barbaricia pour moi est le bon modèle, plus que Enuo. Et puis sinon, voilà. Même si je suis pas contre l'arrivée du nouveau Raid A8, hein. Le mode intermédiaire est une bonne idée, je pense. Je suis pas contre. Je veux juste pas que ça remplace les extrêmes. Je veux pas que les extrêmes perdent leur place, quoi. Les extrêmes doivent rester intéressants, doivent rester challengeants, sinon on y perd beaucoup. Voilà. De toute façon, j'en parlerai bientôt beaucoup plus. Je prépare un assez gros truc sur le sujet. Pas en parler encore, pas faire une annonce officielle tant que les choses sont pas terminées, mais je vous entendrai bientôt parler de ce sujet très bientôt.